L'Église catholique du Bénin a organisé du 19 au 21 août 2022 la 68e édition du pèlerinage national à la grotte Notre-Dame d'Arigbo dans le diocèse de Dassa-Zomin. Ce lieu de dévotion mariale attire chaque année plusieurs milliers de fidèles. Un synode avec Marie, la mère de l'Église, est le terme de l'édition 2022. Des progrès significatifs ont été signalés avec des recommandations formulées au gouvernement du Bénin lors de la clôture des travaux de la revue du secteur agricole gestion 2021 le vendredi dernier à Cotonou. Et puis en interactualité, au moins 15 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'habitations endommagées ou détruites au Soudan en raison des pluies torrentielles qui s'abattent depuis le début de la saison. Des pluies en mai, les dégâts sont considérables et une crise alimentaire menace ce pays qui figure déjà parmi les plus pauvres de la planète. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Le pèlerinage marial en honneur à Notre-Dame d'Arigbo s'est achevé hier dimanche 21 août 2022 à Dassa-Zomin. La messe de clôture a été célébrée par le nonce apostolique près du Bénin et du Togo, Marc Mills. L'occasion a été pour les fidèles catholiques de se rendre sur le lieu saint de l'Église catholique au Bénin pour vénérer la Vierge Marie, Mère de Dieu. L'édition de cette année est placée sous le thème « En synode avec Marie, la Mère de l'Église ». Retour sur quelques temps forts de cette célébration avec Kenneth Egawi. Cette célébration eucharistique a connu la participation de plusieurs dignitaires de l'Église catholique, des fidèles, mais aussi de quelques personnalités et têtes couronnées. L'événement vient clôturer les 3 jours de prière et d'adoration à l'endroit de Notre-Dame d'Arigbo. La messe est dite par Monseigneur Marc Gérard Mills, représentant du Saint-Siège au Bénin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Au tout début de la célébration, les pèlerins ont eu droit à une brève biographie de lui. Né à Gibraltar, en territoire de la Grande-Bretagne, le 13 mai 1967, vous avez été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 14 septembre 1996. Vous vous êtes préparé au service diplomatique du Saint-Siège à l'Académie pontificale ecclésiastique à Rome et avez servi en Équateur, en Hongrie et à Rome. Vous êtes depuis le 5 février 2021 nonce apostolique près le Bénin et le Togo. Le religieux était entouré des membres de la conférence épiscopale du Bénin, d'anciens évêques et d'une horde de religieux. Dans son homélie, Monseigneur Marc Gérard Mills s'est beaucoup plus appesantir sur l'importance de Marie dans la vie de tout chrétien catholique. Il rappelle également à ses fidèles que la vie de tout homme est semblable à une montagne à gravir. Les montagnes sont comme un chemin pour nous rapprocher de Dieu. Cette montagne d'Arigbo, avec sa sainte grotte, nous aide aussi à nous sentir proches de Dieu. Car ici nous sentons la présence de notre Mère qui nous guide constamment à son Fils. Les évangiles nous disent que Marie, après avoir conçu Jésus, s'est hâtée vers les collines pour aider sa cousine Élisabeth. Aujourd'hui aussi, sur cette montagne, elle est présente pour nous aider dans nos propres besoins. À la seconde montagne, celle que nous devons gravir chaque jour de notre vie, c'est la montagne du Calvaire, la colline de la croix, où notre Seigneur, par amour, est mort pour nous. La grotte mariale Notre-Dame d'Arigbo est consacrée lieu de pèlerinage en 1954 par Monseigneur Louis Parizeau, premier évêque du Dahomey, après la découverte mystérieuse d'une statue de la Vierge Marie. Depuis lors, ce lieu accueille des milliers de pèlerins chaque année.
Je l'annonçais dans les titres, les travaux de la revue du secteur agricole gestion 2021 sont clôturés ce vendredi 19 août 2022 à Cotonou en présence des différents acteurs. Des progrès significatifs ont été signalés avec des recommandations formulées au gouvernement du Bénin. Le compte rendu avec Romaric Doussa. Revue de performance du système agricole béninois gestion 2021. Elle a permis de capitaliser sur les efforts et acquis de l'année écoulée. Nous voici au terme de la revue de performance du secteur agricole au titre de la gestion 2021. Cet exercice annuel, loin d'être une routine, a été pour nous, plus encore qu'habituellement, l'occasion d'un réarmement stratégique pour faire face aux nombreux défis qui se posent à notre secteur. Vous notez avec nous que durant les 5 années de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement volet agriculture 2016-2021, des progrès significatifs ont été réalisés dans l'atteinte des ambitions de production et de productivité des filières agricoles, dans la promotion et la structuration des chaînes de valeur, la résilience face au changement climatique, la gouvernance sectorielle et le financement agricole. Nous avons gardé ensemble le cap pour l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de réduction de la pauvreté, mais nous devons maintenir une veille permanente, surtout en face de l'environnement macroéconomique de plus en plus instable. Des regards critiques que les uns et les autres ont portés sur les performances actuelles de l'action publique dans le secteur serviront de levier pour l'amélioration des actions au sein de notre département ministériel. La qualité de vos travaux est hautement appréciée. Je voudrais d'ores et déjà vous assurer de mon engagement à apporter des améliorations à l'organisation des prochaines éditions de la revue du secteur sur la base des recommandations qui sont faites. Face aux nouveaux défis auxquels font face le secteur agricole béninois, des recommandations ont été faites. Beaucoup de recommandations ont été faites et c'est toujours dans le cadre de mieux faire, d'améliorer, d'être beaucoup plus performant au niveau de ce secteur agricole. Et surtout de faire un clin d'œil par rapport à la nouvelle dynamique concernant l'élevage pastoral, où on est de plus en plus en train de faire un déploiement par rapport à la sédentarisation. Et qui dit sédentarisation dit que agriculteurs et éleveurs doivent avoir la même compréhension de ce que c'est et de où on veut aller et de pourquoi et ce que cela va reporter à chacun. Je pense que la sédentarisation va contribuer à non seulement à planir les divergences, mais contribuer aussi à l'amélioration de la productivité avec nos différentes races, que ce soit les races bovines, les races ovines ou caprines, et que de façon globale, que le sous-secteur élevage puisse mieux se porter. Ces acteurs sont donc invités à continuer dans cette dynamique, celle du développement de l'agriculture béninoise. Lancement de la campagne de dépistage du cancer du sein et de col de l'utérus chez les femmes et mères d'enfants couplés, du dépistage et prise en charge des cas de malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois. C'est une initiative du gouvernement du président Patrice Talon inscrite dans le plan national de développement sanitaire. Cette campagne dénommée Semaine de survie de la femme et de l'enfant a été lancée ce jeudi au centre hospitalier universitaire Mère et l'Enfant, Lagune à Cotonou. Le compte rendu. Améliorer la morbidité et de mortalité de la femme et de l'enfant au Bénin, c'est la vision du gouvernement de la rupture. Il a initié au profit des femmes, mères et enfants cette campagne dénommée Semaine de survie de la femme et de l'enfant. Dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus et administration de déparasitants de dépistage aux enfants de 6 à 59 mois sont au programme. Durant cette semaine, des équipes de santé et de volontaires seront positionnés dans les centres de santé et se rendront dans toutes les localités, dans les villages et quartiers de ville pour offrir gratuitement ces prestations aux cibles indiquées, notamment les enfants de 6 à 59 mois et les femmes à partir de 12 ans. Ces interventions permettront notamment de lutter contre les vers intestinaux et la cécité nocturne
chez les enfants grâce à l'albendazole et à la vitamine A. Quant à la présence familiale, elle est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle et contribue fortement aux dividendes démographiques. Par ailleurs, les cancers du col de l'utérus et des seins continuent de faire des ravages dans notre pays, simplement parce que la détection est souvent tardive, à un moment où les traitements ne sont plus efficaces. Donc, l'objectif du gouvernement est donc d'inverser cette tendance, de faciliter l'accès au dépistage à toute la population, quel que soit le lieu de résidence. Le représentant du ministre de la Santé, Benjamin Rompati, exhorte les agents de santé retenus pour l'opération et les élus locaux à œuvrer pour la réussite de la campagne. Je saisis cette opportunité pour inviter toute la population générale, les femmes et les mères d'enfants en particulier, à sortir massivement avec leurs enfants pour se rendre dans les postes installés à cet effet, afin de bénéficier de l'offre des services de santé. Je voudrais également exhorter les équipes d'agents de santé et de volontaires à ratisser l'âge pour ne laisser personne en rade. J'invite également les acteurs de tous ordres, ONG locales, internationales, médias, chefs traditionnels et religieux, leaders d'opinion et autorités à tous les niveaux à apporter leurs appuis à la mise en œuvre effective en mobilisant davantage toute la population pour sa pleine participation. Le directeur du CHU Mel et les partenaires techniques et financiers remercient le gouvernement pour l'initiative et promettent l'accompagner. Je voudrais espérer avec vous que les activités principales initiées dans le cadre de la semaine de suivi de la femme et de l'enfant nous permettront d'améliorer nos indicateurs en ce qui concerne l'ODD, qui est d'assurer la santé et le bien-être de tous, en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile, notamment d'améliorer la santé du couple mère-enfant au Bénin et surtout de donner davantage de sourires non seulement aux enfants, mais également à la femme béninoise. À travers cette campagne, le gouvernement du Bénin, l'UNICEF, le UNFPA et l'OMS, avec le soutien financier de tous les partenaires, dont le gouvernement canadien, la Fondation Takeda, pour ne citer que cela, et les communautés à la base souhaitent mettre à échelle ce paquet d'interventions à haut impact afin qu'aucune cible ne soit laissée de côté. Cette campagne se déroule dans les 34 zones sanitaires du Bénin. Le 19 août dernier, le monde entier célébrait la Journée internationale de l'aide humanitaire. Elle est une partie dédiée à la mémoire de tous ceux et celles travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie en tentant donc de venir en aide aux communautés en détresse. Cette journée, mais également l'accent sur les actes de volontariat, l'historique et plus de détails sur la célébration avec Romaric Dossa. Célébrée le 19 août de chaque année, la Journée internationale de l'aide humanitaire honore ceux qui ont été tués ou blessés en portant secours à ceux qui sont dans le besoin, mais également ceux qui continuent d'apaiser la détresse et les souffrances de milliers d'autres. Le 11 décembre 2008, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé par la résolution 63/139 de désigner le 19 août Journée mondiale de l'aide humanitaire afin de contribuer à sensibiliser le public aux activités humanitaires dans le monde et à l'importance de la coopération internationale dans ce domaine. Elle vise également à rendre hommage à tout le personnel humanitaire et invite les États membres, les entités du système des Nations Unies, ainsi que les autres organisations internationales et les organisations non gouvernementales à marquer chaque année cette journée comme il convient. La Journée mondiale de l'aide humanitaire trouve ses origines en Irak. Le 19 août 2003, un attentat à la bombe était perpétré contre le bureau des Nations Unies à Bagdad, provoquant le décès de 22 travailleurs humanitaires. Avant cette date et depuis lors, d'autres agents d'aide humanitaire, y compris Sergio Vieira de Melo, ont également péri. Des pertes massives ont également été enregistrées en janvier 2010 à la suite du tremblement de terre survenu en Haïti. Mais l'objectif global de cette journée est d'en faire le véritable reflet de la communauté humanitaire mondiale.
Au moins 24 femmes siégeront obligatoirement au Parlement béninois pour le compte de la 9e législature. C'est une réforme imprimée par le gouvernement de la rupture dans le nouveau code électoral. Quel est alors le genre de femme qui pourrait donc répondre à la vision du gouvernement, celle de promouvoir la gente féminine dans les instances de prise de décision? Réponse dans ce reportage. Ouvrons à présent la page internationale de cette édition. Au moins 75 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'habitations endommagées ou détruites au Soudan en raison des pluies torrentielles qui s'abattent depuis le début de la saison de pluie en mai, a affirmé donc la police mardi 16 août 2022. Les dégâts sont considérables et une crise alimentaire menace ce pays qui figure déjà parmi les pays les plus pauvres de la planète. Reportage. Ces images aériennes permettent de mieux constater l'ampleur des dégâts causés par les pluies diluviennes dans ce village de la province d'Al Jazira, au sud de Khartoum. Certains villageois malades, qui ne peuvent pas se rendre à l'hôpital à cause de l'état des routes, espèrent recevoir une aide médicale. Il y a beaucoup de problèmes, y compris des problèmes de santé pour les personnes qui ont des maladies chroniques, comme ceux qui ont du diabète, ceux qui ont des problèmes de tension, ceux qui souffrent de problèmes d'articulation. Et nous n'avons pas eu d'aide ou quoi que ce soit dans ce domaine. Dans un rapport, l'ONU a estimé qu'environ 136 000 personnes à travers le pays ont été affectées depuis le début de la saison des pluies. Ce nombre, ainsi que celui des localités touchées, aurait doublé comparé à la même période l'année dernière. Il y a des problèmes d'environnement en général. L'eau est censée être pompée, les moustiques pulvérisés et des choses comme ça. C'est le travail que les autorités sont censées faire dans les prochains jours. Parce que beaucoup de gens ont perdu leur maison, surtout dans la partie sud du village. Les gens ont quitté leur maison détruite avec seulement les vêtements qu'ils portaient. Nous avons besoin de tentes dès que possible. Au total, au moins 75 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'habitations ont été endommagées ou détruites depuis le début de la saison des pluies au mois de mai.
Ces intempéries qui touchent une grande partie du pays devraient durer jusqu'en octobre. Et restons au Soudan. Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, entame une visite au Soudan. Karim Khan se rendra donc notamment au Darfour, région ravagée par la guerre civile qui a débuté en 2003. Sa visite cette année est la troisième d'un procureur de la CPI au Soudan depuis l'éviction du dictateur Omar al-Béchir. Reportage. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, est arrivé au Soudan samedi soir. Cette visite prévue jusqu'au 25 août est la troisième d'un procureur de la CPI depuis l'éviction de l'ex-président Omar el-Béchir en 2019. Karim Khan, accompagné d'une délégation, rencontrera des responsables du pays en proie aux troubles depuis la chute de l'ex-chef d'État. Le procureur se rendra également au Darfour, une région de l'ouest du pays dévastée par une guerre civile qui a débuté en 2003 entre le régime à majorité arabe de l'ex-président Omar el-Béchir et les insurgés issus de minorités ethniques. Aujourd'hui, des violences persistent dans la région malgré un accord conclu en 2020 entre les autorités à Khartoum et les principaux groupes rebelles. Depuis, des chefs rebelles du Darfour repentis ont rejoint le gouvernement. Le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan du 25 octobre dernier a fait dérailler la fragile transition démocratique instaurée après l'éviction d'Omar el-Béchir. Le Soudan ne cesse depuis de s'enfoncer dans le marasme économique et politique. En Somalie, au moins 21 civils ont péri dans l'attaque du siège d'un hôtel de Mogadiscio par des combattants islamistes Shebab pendant 30 heures vendredi et samedi, selon un nouveau bilan officiel donné dimanche, tandis que la recherche pour retrouver les disparus se poursuit. Cet assaut est le plus sanglant dans la capitale somalienne depuis que le nouveau président Hassan Sheikh Mahmoud a pris ses fonctions en juin et met la pression sur le gouvernement fédéral nommé depuis août en Somalie, dont la moitié des 15 millions d'habitants sont menacés par la famine. Pendant que le siège de l'hôtel, pris d'assaut par des Shebab, a pris fin dimanche matin, les Somaliens attendaient anxieusement des nouvelles de leurs proches. Près de 30 heures après le début de l'attaque de l'hôtel Hayat à Mogadiscio, les secouristes sont parvenus à sortir une centaine de personnes des débris, au moins 13 civils ont perdu la vie et des dizaines ont été blessés. Pendant les opérations, les agences de sécurité se sont concentrées sur le sauvetage des citoyens piégés et ont réussi à sauver plus de 106 personnes, dont des enfants et des femmes. Le bâtiment de l'hôtel a subi d'importants dégâts lors de la fusillade entre les forces somaliennes et les djihadistes d'Al-Shabaab, entraînant l'effondrement de certaines parties et prenant au piège plusieurs personnes. Je peux dire que c'est un désastre ce qui s'est passé ici, qui a affecté notre peuple sur tous les plans, que ce soit la mort ou la destruction des biens. Le siège de l'hôtel a duré environ 32 heures. Les forces de sécurité et Al-Shabaab se sont battus pour nous. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de propriétés détruites ici. Ce genre d'incident est répétitif. En tant que jeune homme, nous sommes toujours les victimes de telles attaques. L'attaque est la plus importante à Mogadiscio depuis que le nouveau président somalien Hassan Sheikh Mohamud a pris ses fonctions en juin dernier. Il a souligné le défi que représente la tentative d'écraser les 15 ans d'insurrection du groupe militant islamiste Al-Shabaab. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a créé samedi 20 août 2022 son parti politique. 2 ans avant la présidentielle 2025, elle rompt ainsi politiquement avec l'ancien président Laurent Gbagbo, avec qui elle avait formé un redoutable tandem au pouvoir pendant 10 ans. Reportage. À 2 ans de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo lance son parti politique. Seule candidate à la présidence du mouvement des générations capables, MGC, Simone Eyive Gbagbo a été élue à l'unanimité par plusieurs centaines de délégués venus de tout le pays. Elle marque ainsi une franche rupture politique avec l'ancien président Laurent Gbagbo, avec qui elle a fondé le Front populaire ivoirien en 1982, au pouvoir du pays entre 2000 et 2011.
qui a un idéal de construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, pleine de justice et d'équité. La présidente du MGC a toutefois défendu Laurent Gbagbo en demandant au président Alassane Ouattara de l'amnistier au nom de la réconciliation nationale. La grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo en lieu et place d'une amnistie alourdit davantage l'atmosphère sociopolitique du pays. De sorte que nous ne dirons pas merci à Alassane Ouattara. À 73 ans, l'ancienne première dame revient sur la scène politique à la tête du MGC. Simone Gbagbo a d'ailleurs profité de son discours d'inauguration pour présenter ce qui semblait être une esquisse de programme électoral, annonçant vouloir augmenter le pouvoir d'achat, réformer le système électoral, lutter contre tout trafic, mais aussi contre la menace djihadiste présente à la frontière de la Côte d'Ivoire. En Europe à présent, parlant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le président ukrainien menace de rompre toute négociation en cas de procès à Mariupol des combattants du régime Azov qui avaient donc défendu la ville de Mariupol avant de se rendre en mai dernier. Reportage. L'Ukraine s'apprête à célébrer sa fête nationale, celle de l'indépendance de l'URSS le 24 août prochain. Une date qui marque également les 6 mois de l'invasion russe. Les autorités de Kiev ont mis en garde la population contre un risque d'attaque massive des forces du Kremlin. Le président Volodymyr Zelensky a également haussé le ton face à la possible ouverture prochaine d'un procès contre les combattants du régiment ukrainien Azov qui avaient défendu la ville de Mariupol. Si ce procès méprisable a lieu, si nos compatriotes sont amenés dans ces lieux en violation de tous les accords, de toutes les règles internationales, il y aura des abus. Ce sera la ligne au-delà de laquelle aucune négociation ne sera possible. La Russie se coupera des négociations. Il n'y aura plus de dialogue. Notre État a tout dit. Concernant la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par les Russes, ce dimanche, les dirigeants américains, français, allemands et britanniques ont appelé à la retenue. Ils ont demandé également l'envoi rapide sur place d'une mission de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce week-end, lors de portes ouvertes du gouvernement allemand, le chancelier Olaf Scholz a réaffirmé la position occidentale vis-à-vis de Moscou. Le gouvernement russe doit comprendre qu'il ne se débarrassera pas des sanctions simplement en attendant que les circonstances changent. Cela ne sera possible que dans le cadre d'un accord équitable avec l'Ukraine. Et donc on ne retrouvera la voie de la paix que lorsque l'État russe sera prêt à accepter cela. 2 militantes ont profité de l'événement pour attirer l'attention médiatique en s'exposant seins nus afin de réclamer un embargo du gaz russe immédiat. Elles ont rapidement été appréhendées par la sécurité. Et toujours en Ukraine, le président ukrainien ainsi que l'ancien bosseur devenu maire de Kiev ont salué la victoire de leurs compatriotes face à Anthony Joshua. Le combat était exceptionnellement diffusé gratuitement en Ukraine où Usyk a servi comme volontaire dans l'armée en février avant d'accepter ce combat très attendu contre Joshua. Images et son. Le boxeur britannique Anthony Joshua ne prévoit pas de raccrocher les gants, même en cas de nouvelle défaite contre Alexander Usyk cette semaine. Les deux hommes doivent s'affronter en Arabie Saoudite. Je dois absolument gagner. J'aime la pression, ça a été dur. Robert Garcia, Angel Fernandez et les membres de mon ancienne équipe m'ont certainement poussé et mis au défi. Mais surtout, c'est une compétition avec moi-même. Et comme vous l'avez mentionné à propos des ceintures, elles signifient quelque chose, mais c'est tout à la fin de l'objectif. Donc ce n'est pas comme si je sautais le processus. Donc je me concentre sur le processus. Anthony Joshua espère encore récupérer les titres qu'il a perdus en septembre 2021 face à Alexander Usyk, vainqueur lors de leur dernier combat à Londres. Ce dernier, vêtu d'un costume traditionnel de guerrier ukrainien lors de la conférence de presse avec son adversaire, mettra ses titres mondiaux en jeu. Nous avons eu suffisamment de temps pour nous étudier mutuellement. Ce samedi soir sera un grand combat. Nous sommes nés pour combattre, pour la vie, pour les ceintures, pour tout. Lors de ce combat, toute la pression sera sur Anthony Joshua, qui compte bien obtenir sa revanche.
À 32 ans, le champion reste l'un des meilleurs boxeurs du monde avec 24 victoires et seulement 2 défaites. Et c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également sur le www.speedlinetvbenin.com. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous, des autres également. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.